Dans Star Trek ou dans la Guerre des Étoiles, on passe en un clin d'œil d'un bout à l'autre de la galaxie. Dans la réalité, hélas, c'est beaucoup plus long, car vous le savez, les distances dans l'espace sont absolument gigantesques. Pour bien le comprendre, nous allons faire une petite promenade dans notre univers. Accrochez vos ceintures. Depuis les temps les plus reculés, l'homme a toujours eu le regard tourné vers les étoiles. Lorsque le 20 juillet 1969, il foule pour la première fois un sol extraterrestre, celui de la Lune, l'exploit est considérable. Il vient de franchir une nouvelle frontière et part à la conquête de l'espace. Pourtant, nous n'avons fait alors qu'un saut de puce à l'échelle de l'univers. En effet, seulement 380 000 km nous séparent de la Lune. Autant dire rien comparé à l'immensité de notre système solaire. Entre la Terre et notre étoile, le Soleil, 150 millions de kilomètres. Et pour parvenir aux confins de notre système solaire, c'est-à-dire à la planète Pluton, il faut parcourir près de 6 000 millions de kilomètres. Cela demanderait, si c'était possible, un voyage de 650 ans à bord d'un vaisseau volant à 1000 km/h. Pour mieux matérialiser ces distances, regardez ce ballon posé au beau milieu de la place de la Concorde à Paris. Et imaginez que ce soit le Soleil. La Terre ne serait alors qu'un grain de poivre situé à 30 mètres du ballon. Pluton, planète la plus éloignée de notre Soleil, serait grande comme une tête d'épingle et elle se trouverait à 1 km du ballon, c'est-à-dire au bout de l'avenue des Champs-Élysées, sous l'Arc de Triomphe. Mais comment mesure-t-on ces distances monumentales ? Alors, le procédé pour mesurer la distance des étoiles est relativement simple, c'est ce qu'on fait nous avec les yeux. C'est un procédé stéréoscopique, on a deux yeux, on regarde dans des directions différentes et on arrive à recréer le relief sur plusieurs dizaines de mètres. Là on utilise le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Donc à 6 mois d'intervalle, on est à deux positions radicalement différentes. On a nos deux yeux. Et avec ces deux yeux séparés de 300 millions de kilomètres, on arrive à recréer le relief sur la banlieue proche et connaître la distance des étoiles. Des distances que l'on peut donc mesurer, mais qu'il est de plus en plus difficile d'imaginer lorsqu'on s'éloigne encore. Qu'y a-t-il après notre système solaire ? L'étape suivante, c'est la galaxie. Dans notre galaxie, la Voie lactée, il y a au moins 200 milliards d'étoiles à peu près identiques à notre Soleil. Cet ensemble prend une jolie forme de spirale, aux bras bien déroulés qui s'étend sur plus d'1 milliard de kilomètres. Face à de telles distances, il a fallu faire appel à une unité de longueur appropriée, l'année-lumière. La distance que parcourt en un an un grain de lumière à raison de 300 000 km par seconde, soit 10 000 milliards de kilomètres. Inutile donc de vouloir sortir de notre galaxie pour aller, par exemple, visiter notre plus proche voisine, Andromède. Elle ne se trouve pourtant qu'à 2,5 millions d'années-lumière. Et que dire si l'on s'éloigne encore, car il existe des centaines de milliards de galaxies dans notre univers. Elles sont même regroupées en structures que l'on appelle des amas, eux-mêmes associés en superamas. Les galaxies s'étendent sur des milliards d'années-lumière, de quoi vraiment avoir le vertige. Donc les limites de notre univers observable aujourd'hui sont situées à peu près 12 milliards d'années-lumière. On ne va pas pouvoir voir beaucoup plus loin, parce que si on veut voir beaucoup plus loin, là l'univers est extrêmement jeune, il a une nature très différente, et cette nature ne laisse même pas passer la lumière. On a atteint les frontières de l'univers, dans le sens qu'on a atteint les frontières de l'univers que l'on peut observer. Car attention, il y a peut-être autre chose au-delà de cet univers visible. Mais quoi ? C'est la question à laquelle tentent de répondre les astronomes. Et je rappelle que les sondes spatiales les plus rapides voyagent pour l'instant à 0,05% seulement de la vitesse de la lumière. Pour conquérir les étoiles, on a encore des progrès à faire. Comment la Terre est-elle apparue? Quel bouleversement a-t-elle connu depuis sa formation? Et enfin, comment va-t-elle mourir? Voici, résumé pour la première fois en images de synthèse, les 10 milliards d'années de la vie de notre planète depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Tout commence il y a 5 milliards d'années. Non loin du Soleil, alors en train de se former, un nuage de poussière se condense en une grosse boule dont l'aspect ressemble à celui de notre Lune. Cette boule, c'est la Terre. 400 millions d'années plus tard, une énorme météorite heurte cette Terre primitive. Sous le choc des débris géants sont projetés dans l'espace. Ils se mettent à tourner tout autour de la Terre et petit à petit se rassemblent sur une même orbite, formant un anneau. Enfin, ils se condensent pour former une sphère. C'est ainsi que naît la Lune.
Progressivement, elle va s'éloigner de la Terre pour arriver à sa position actuelle. Franchissons encore quelques centaines de millions d'années. La pression est montée dans les entrailles brûlantes de la Terre, la croûte cède, de gigantesques mers de lave se forment à la surface, ainsi que d'énormes volcans. Ces volcans rejettent des gaz qui forment la première atmosphère de la Terre, de l'azote, de la vapeur d'eau et du gaz carbonique. Petit à petit, la Terre se refroidit. La vapeur d'eau retombe en pluie sur la Terre, une pluie qui va durer une bonne centaine de millions d'années. Ainsi vont se remplir les océans. C'est justement dans ces océans que la vie apparaît. La surface de la Terre est toujours en mouvement. Il y a 250 millions d'années, tous les continents sont agglomérés en un seul. C'est ce que l'on appelle la Pangée. C'est le début du règne des dinosaures. Puis, ce continent géant se disloque. Les différents morceaux se mettent à dériver tout autour du globe. Il y a 65 millions d'années, une nouvelle météorite géante s'écrase dans ce qui deviendra le golfe du Mexique. L'explosion projette dans l'atmosphère un nuage de poussière qui couvre la planète d'un voile sombre. Le climat se refroidit, entraînant la disparition des dinosaures. Puis le temps redevient plus clément. Les mammifères se développent. Parmi eux, l'homme. 100 000 ans après son apparition, l'homme a colonisé toute la planète et la regarde de haut depuis ses engins spatiaux. Mais l'histoire de la Terre ne s'arrête pas là. La dérive des continents va se poursuivre. L'Afrique se rapproche régulièrement de l'Europe, un mouvement qui entraînera à terme la disparition de la Méditerranée. Encore quelques milliards d'années et la Terre va devenir un désert brûlant, car le Soleil va se mettre à grossir et à chauffer démesurément. Toute vie va disparaître de la Terre, qui se transformera à nouveau en une boule de lave en fusion. Enfin, la chaleur du Soleil sera telle qu'elle vaporisera la Terre, la transformant en un nuage de gaz et de poussière. Ainsi, la Terre aura vécu 10 milliards d'années. Aujourd'hui, nous n'en sommes donc qu'à la moitié de son existence. Où en sera l'humanité dans 5 milliards d'années? Voilà une question dont on aimerait bien connaître la réponse. Pourquoi la Terre tourne-t-elle autour du Soleil et sur elle-même, comme d'ailleurs toutes les autres planètes du système solaire? La question est toute simple, mais la réponse, vous allez le voir, est beaucoup plus complexe. À Paris, tout le monde file à plus de 1000 km/h. Pressés les Parisiens? Non. Mais comme tous les humains, ils habitent sur un grand manège, la Terre. Et oui, elle tourne. Elle tourne d'abord sur elle-même en 24 heures et elle tourne également autour du Soleil. Notre vitesse de croisière, 107 000 km/h, 30 km par seconde. Un tour égale une année. Mais pourquoi tourne-t-elle ainsi? Dans l'espace, chaque objet qui subit une impulsion se met inévitablement à tourner sans plus jamais s'arrêter. À bord de la navette spatiale ou de la station Mir, les astronautes s'en amusent souvent. Ce phénomène ne cesse d'arriver à la matière depuis le Big Bang, l'explosion qui a donné naissance à l'univers il y a des milliards d'années. En tout petit, les électrons tournent autour du noyau de l'atome. En grand, les galaxies, où les immenses nébuleuses de gaz et de poussière tournent elles aussi. Le Soleil et les planètes sont nés de l'effondrement de l'une de ces multiples nébuleuses qui flottent dans l'espace. Cette purée de matière tournait déjà lorsqu'elle s'est contractée pour former une grande masse, notre futur Soleil. Le reste, toujours en rotation, s'est alors condensé en planètes et l'une de ces planètes, toujours en rotation, est devenue la Terre.
Voilà pourquoi les autres planètes de notre système solaire tournent également dans ce sens, mais à des vitesses différentes. L'univers est donc un gigantesque manège où tout tourne avec une imperturbable régularité. Grâce à une des principales forces de l'univers, la gravitation. Cette force qui fait que tous les corps s'attirent entre eux en fonction de leur masse et de leur distance. Une des conséquences de la gravitation, c'est que les plus gros imposent leurs lois. Dans notre système solaire, le plus gros, c'est le Soleil. C'est pourquoi toutes les planètes tournent autour de lui. Mais alors pourquoi la Lune tourne-t-elle autour de la Terre et non pas autour du Soleil ? Car la Lune est beaucoup plus proche de la Terre que du Soleil. Comme sa masse est 6 fois plus petite que celle de la Terre attire la Lune et l'empêche de tourner librement. Mais si tous ces corps célestes s'attirent les uns les autres, alors pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas sur la Terre et la Terre dans le Soleil ? Car la gravitation s'équilibre avec l'énergie cinétique qu'a reçue chaque corps céleste à sa naissance. C'est pourquoi, depuis la nuit des temps, les planètes se maintiennent sur une orbite bien précise, sans jamais s'en écarter. Dans le vide, rien ne vient ralentir ni même freiner les mouvements des corps célestes. On devrait tourner comme cela pendant quelques milliards d'années encore. Vous l'avez compris, l'univers n'est donc qu'un gigantesque manège. Et maintenant, l'étoile la plus proche de la Terre, le Soleil. Il recèle toujours des énigmes pour les scientifiques. Pour l'étudier, ils ont envoyé une sonde spatiale tourner autour et elle a fait des découvertes étonnantes, par exemple des tremblements de terre à la surface de l'étoile. Mais le plus extraordinaire, c'est que cette sonde est une véritable miraculée. Regardez. Le Soleil, une gigantesque boule de gaz en fusion en perpétuelle activité. À chaque moment, dans une atmosphère incroyablement chaude, des milliards de tonnes de gaz sont éjectées à plus de 500 km par seconde. Ces images exceptionnelles, nous les devons à la sonde SOHO, un engin européen lancé par les Américains en décembre 1995. Depuis, SOHO a rejoint un des points de Lagrange. À cet endroit de l'espace, l'attraction de la Terre et du Soleil s'annule, ce qui permet à SOHO de tourner en même temps que la Terre, ses 12 instruments braqués en permanence vers notre étoile. Tous les jours, la sonde envoie des milliers de données recueillies par ces radiotélescopes, qui sont en fait des antennes géantes. De là, ces informations via Internet aboutissent dans différents laboratoires de la planète, comme celui-ci, l'Institut d'astrophysique d'Orsay. Parmi ses nombreuses missions, SOHO doit par exemple percer le mystère du fameux vent solaire. Attention, regardez bien. Cette explosion gigantesque de milliards de tonnes de gaz va s'étendre sur des millions de kilomètres. Une douzaine de ces gigantesques colonnes tourbillonnaires ont été observées par les scientifiques, le plus souvent près des pôles. Lorsque ces bourrasques se produisent en direction de la Terre, elles nous arrivent sous forme de magnifiques nuages colorés, les aurores boréales. Tout se déroule bien jusqu'au 25 juin 1998. Mais ce jour-là, suite à une commande erronée du centre de pilotage à terre, SOHO allume un de ses moteurs et s'écarte de sa trajectoire. Ces panneaux solaires mal orientés ne produisent plus d'électricité. Privé d'énergie, SOHO s'éteint. Comment retrouver la sonde naufragée à plus d'1,5 million de kilomètres de la Terre ? Un incroyable sauvetage va commencer. Le plus grand radiotélescope du monde, celui d'Arecibo, va être mis à contribution pour localiser SOHO. Miracle, l'engin est repéré. On lui envoie des ordres pour le stabiliser et après 3 mois d'efforts, SOHO revient sur sa trajectoire normale. Aujourd'hui, les observations du Soleil ont repris. Grâce à SOHO, on sait désormais que le Soleil connaît des séismes fantastiques. Plus précisément, il s'agit de remonter à la surface de flots d'une sorte de lave gazeuse, le plasma. Comparable à la lave de nos volcans, ce plasma vient de l'intérieur et provoque d'incroyables ondes sismiques, 40 000 fois plus puissantes que nos plus gros tremblements de terre. Ces ondes font résonner le Soleil à intervalles réguliers. C'est ce que les scientifiques appellent le chant du Soleil. Autre mystère, la surface du Soleil n'est qu'à 6000 degrés.
tandis que son atmosphère est beaucoup plus chaude. Elle atteint l'incroyable température d'1 million de degrés. Pour comprendre ce phénomène étonnant, les scientifiques comptent sur un des instruments de SOHO qui peut observer la lumière ultraviolette de très haute énergie émise par notre étoile. SOHO n'a pas fini de nous en apprendre sur le Soleil. La sonde devait prendre sa retraite en 1999, mais devant son succès, sa mission est prolongée jusqu'en 2003. De quoi assister encore à quelques belles éruptions solaires. La nuit en plein jour, une éclipse totale de soleil est un spectacle absolument inoubliable. Autrefois, nos ancêtres y voyaient une illustration du combat entre les forces du bien et du mal. Aujourd'hui, on sait que l'explication est beaucoup plus rationnelle. Regardez. Nous sommes le 28 février 1998 sur l'île de Curaçao dans les Caraïbes. Scientifiques et amateurs venus du monde entier, policiers ou simples badauds, tout le monde a les yeux braqués vers le ciel. Et à 13h20, le phénomène se produit. En quelques secondes, le paysage bascule dans la nuit, accompagné d'un froid glacial. Un moment inoubliable. Alors, je peux vous dire que l'astronome professionnel que je suis a éprouvé, lorsqu'il a vu pour la première fois de sa vie une éclipse, une émotion que je n'imaginais pas. Parce qu'il y a une foule de choses à voir en même temps, dans un temps extrêmement court. Parce qu'une éclipse, ça dure 2 minutes. Eh bien, dans 2 minutes, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir d'abord une ombre s'avancer vers vous à une vitesse de 2800 km/h. En plus, quand vous êtes au milieu de l'éclipse, la température baisse de 5 degrés. Ce qui est quand même notable, donc il se passe quelque chose. Vous voyez en plein jour le ciel, et vous voyez les planètes. En particulier, vous verrez la planète Mercure, que très peu de gens ont vu de leur vie. Vous verrez Vénus et vous verrez d'autres planètes. Ce qu'il y a aussi, c'est que vous verrez, si vous regardez bien, des protubérances du Soleil. Vous verrez évidemment la couronne solaire, qui est une immense couronne autour qu'on ne peut voir que dans les conditions de l'éclipse. Bien, tout ça fait que c'est quelque chose d'inoubliable. C'est beau, c'est émouvant, c'est merveilleux. Merveilleux pour nous, terrifiant pour nos lointains ancêtres qui ne comprenaient pas le mécanisme des éclipses solaires. Un mécanisme pourtant simple. L'éclipse se produit lorsque la Lune passe exactement entre la Terre et le Soleil. Une partie du globe terrestre va donc se trouver dans l'ombre de la Lune. Les éclipses sont rares car l'orbite de la Terre et celle de la Lune ne sont pas sur le même plan. D'habitude, la Lune passe au-dessus ou au-dessous. Ce n'est que 2 fois par an environ qu'elle croise la ligne Terre-Soleil. Une partie de la Terre se trouve alors dans la zone de pénombre. On y voit la Lune masquer partiellement le Soleil. Au centre se trouve la zone d'obscurité, où la Lune masque totalement le Soleil. Dans la zone de pénombre, la baisse de lumière est à peine sensible. À moins d'observer le Soleil, on ne se rend compte de rien. Dans la zone de totalité, en revanche, c'est la nuit en plein jour. Une nuit qui permet d'observer la couronne solaire, un panache de feu d'habitude masqué par l'éclat aveuglant du Soleil. En effet, le disque lunaire a, vu de la Terre, exactement la même taille que celui du Soleil. Il est en fait 400 fois moins gros, mais 400 fois plus proche de nous. C'est pour cela que son cône d'ombre touche juste la surface de notre globe. Cette coïncidence unique dans le système solaire fait l'affaire des scientifiques, qui ont là un moyen irremplaçable d'observer l'approche banlieue du Soleil. Et il s'y déroule des phénomènes étonnants. Lors de l'éclipse totale, on pourra apercevoir ce qu'on appelle des protubérances, qui sont de la matière qui est éjectée par le Soleil dans l'espace sur des distances parfois de plusieurs millions de kilomètres. Et c'est une occasion inespérée pour tout le monde d'observer ce genre de phénomène sans avoir des instruments spéciaux. Et pour donner une idée de la taille de ces protubérances, figurez-vous que la Terre, à la même échelle, est à peine plus grosse que le E jaune en bas de votre écran. Malheureusement pour les astronomes, une éclipse ne dure jamais plus de 8 minutes. Le cône d'ombre de la Lune se déplace en effet à la vitesse de 2800 km/h à la surface du globe. En 1967, pour l'étudier plus longtemps, un Concorde a volé pendant 74 minutes sous l'ombre de la Lune. Pour observer l'éclipse, les scientifiques avaient percé le toit de l'avion et placé un télescope sous l'orifice. Autre type d'éclipse, moins spectaculaire, l'éclipse partielle. La Lune n'est pas parfaitement alignée avec le Soleil et la Terre, ce qui ne crée qu'une zone de pénombre sur notre globe. C'est ce qui s'est passé en 1994, quand le Soleil s'est couché à moitié éclipsé dans l'axe de l'Arc de Triomphe.
Il y a aussi l'éclipse annulaire. Elle est due au fait que l'orbite de la Lune est une ellipse. Celle-ci se déplace, ce qui fait varier la distance Terre-Lune. Et quand la Lune est loin, elle ne masque pas complètement le Soleil. On obtient une éclipse annulaire. Enfin, à côté des éclipses de Soleil, il y a les éclipses de Lune. Cette fois-ci, c'est la Lune qui passe dans le cône d'ombre de la Terre. De toute la moitié de la Terre plongée dans la nuit, on voit la Lune disparaître progressivement. Un spectacle très impressionnant. Quand on a vu une éclipse, on a envie d'en savoir un peu plus sur le ciel. On a envie de regarder le ciel la nuit, où il y a un spectacle extraordinaire auquel l'homme moderne n'est plus habitué. Et du coup, je crois que ça nous fait voir notre propre existence d'un œil un peu différent. Ça nous fait poser des questions essentielles du style mais qui sommes-nous? D'où venons-nous? Comment tout cela a-t-il commencé? Est-ce que ça a pu se produire ailleurs? Quelle est la suite de l'histoire? Quelle est la place de la Terre dans l'univers? Et puis en même temps, il y a toute une poésie. Et je dirais que le ciel, le regarder au moment de l'éclipse, mais aussi la nuit, c'est un assemblage de questions philosophiques, de poésie et de grandes questions scientifiques. Que demander de plus? Un spectacle vraiment impressionnant. Tous les jours, des météorites tombent sur la Terre. La plupart sont microscopiques, mais certaines sont d'une taille suffisante pour provoquer des dégâts. De quoi sont-elles faites? D'où viennent-elles? Explication. Cette traînée de feu qui traverse le ciel, c'est une météorite sur le point de s'écraser sur Terre. Nous sommes le 9 octobre 1992 dans la petite ville de Peekskill, aux États-Unis. C'est là que cette météorite, de quelques kilos seulement, va traverser le coffre de cette voiture avant de s'écraser au sol. Pour comprendre d'où viennent ces pierres qui tombent du ciel, petit rappel d'astronomie. Autour du Soleil gravitent 9 planètes. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, etc. Mais regardez bien. Entre Mars et Jupiter gravitent également des millions d'autres corps célestes, les astéroïdes. Un astéroïde, c'est tout bêtement un caillou qui tourne autour du Soleil. Les plus gros font 1000 km de diamètre, les plus petits sont microscopiques. Tous tournent dans le même sens, mais leurs trajectoires ne sont pas exactement parallèles. Résultat, parfois, leurs chemins se croisent. Sous le choc, les astéroïdes se cassent. Leurs orbites sont modifiées et certains vont croiser la trajectoire de la Terre. C'est ainsi qu'à plus de 72 000 km/h, ils vont s'enfoncer dans notre atmosphère. Alors quand une météorite arrive au voisinage de la Terre, qu'elle pénètre dans l'atmosphère à très grande vitesse, les frottements dans l'atmosphère terrestre provoquent un échauffement qui lui-même entraîne un phénomène lumineux qui peut être extrêmement spectaculaire, une boule de feu qui peut être très très lumineuse, qui va durer de l'ordre de quelques secondes jusqu'à ce que la météorite soit suffisamment freinée à disons une vingtaine de kilomètres d'altitude pour que le météore s'éteigne. Et la météorite continue à ce moment-là son voyage jusqu'au sol sans être lumineuse. Et la météorite est freinée et finit par arriver au sol dans cet état. Voilà l'aspect typique d'une météorite. Vous voyez, tout l'extérieur de la météorite est noir. C'est ce qu'on appelle la croûte de fusion. C'est une partie qui a fondu complètement. La traversée de l'atmosphère a fondu la roche, l'extérieur de la roche, et donné cet aspect noir et arrondi typique des météorites. Il n'en va pas de même pour les grosses météorites, qui sont heureusement très rares. Elles sont peu freinées par l'atmosphère et lorsqu'elles percutent le sol à très grande vitesse, elles se volatilisent complètement, ne laissant pour seule trace de leur passage qu'un énorme cratère. On trouve aujourd'hui à la surface du globe 150 de ces cratères. Tous les autres, plus anciens, ont été effacés par l'érosion. Mais la Lune, qui ne subit elle aucune érosion, porte encore les traces d'un bombardement intense de météorites. Un bombardement que notre planète a aussi connu au début de son existence. Mais les météorites ne sont pas de simples projectiles. Elles sont peut-être aussi à l'origine de la vie. On trouve dans certaines météorites des acides aminés qui sont les constituants de l'ADN qui se trouve au cœur de nos cellules. Cette matière organique arrive sur Terre, on a une pluie continuelle, donc depuis 4 milliards et demi d'années, qui pourrait être à la source de l'apparition de la vie sur Terre. Si les météorites ne nous ont pas révélé tout leur mystère, elles constituent pour longtemps encore les seuls liens tangibles que nous ayons avec le reste de l'univers. Un mystère excite la curiosité des astronomes, les célèbres trous noirs. Ces restes d'étoiles absorbent la lumière et du coup, on n'a aucune preuve réelle de leur présence. Alors, les trous noirs existent-ils vraiment? Regardez. Les trous noirs, ces phénomènes étranges, ont été inventés par les physiciens et sont activement recherchés par les astronomes.
Mais en a-t-on déjà observé? Et comment voir un astre qui, par définition, n'émet aucune lumière? Un trou noir, c'est l'ultime étape de l'agonie de certaines étoiles, dont la masse est plusieurs fois supérieure à celle de notre Soleil. À la fin de leur vie, une grande partie de leur masse se concentre sur quelques kilomètres de diamètre. La gravité devient alors si intense à leur surface que même la lumière ne peut s'en échapper. L'astre s'assombrit et devient noir. Il se transforme en une espèce de trou dans l'espace-temps dont nul ne sait ce qui se passe à l'intérieur, puisqu'aucune lumière, aucune information ne peut en sortir. Alors, est-ce un non-sens que de chercher à voir un trou noir? Pas tout à fait, car si on ne peut le voir directement, les physiciens ont calculé qu'il devrait se passer de curieux phénomènes autour de ces trous noirs. Ces phénomènes que l'on devrait pouvoir observer permettraient de déduire l'existence des trous noirs. Par exemple, le champ de gravitation d'un trou noir, comme celui d'une étoile de même masse, attire la matière environnante. Quelle matière peut-on trouver autour d'un trou noir? Cela peut être un nuage de gaz qui s'étend sur plusieurs années-lumière, ou de la matière arrachée à une grosse étoile en rotation autour du trou noir. L'attraction amène cette matière environnante vers le centre. Comme un trou noir ne mesure que quelques kilomètres, elle est fortement comprimée avant d'être engloutie à jamais. Dans de telles conditions de pression, la matière s'échauffe et devient incandescente. À quelques centaines de kilomètres d'un trou noir, elle devient alors une extraordinaire source de rayonnement, principalement de rayons X. C'est ce rayonnement qui serait donc la preuve de l'existence d'un trou noir et que les astronomes recherchent. Alors, en a-t-on déjà mis en évidence? Aujourd'hui, il faut se contenter d'une réponse de Normand. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En clair, les instruments détectent des sources intenses de rayonnement X qui peuvent correspondre à la signature d'un trou noir. Mais il existe aussi d'autres explications plausibles à ces phénomènes. Mais que les trous noirs existent ou pas, qu'est-ce que cela change? Imaginer notre univers sans les trous noirs, c'est renoncer au seul modèle d'évolution des étoiles dont disposent les physiciens. En effet, si une étoile possède une masse plusieurs dizaines de fois supérieure à celle de notre Soleil, le modèle classique calculé par les physiciens impose qu'elle finisse en trou noir. En d'autres termes, les trous noirs seraient les seuls cadavres d'étoiles possibles permis par la théorie. Si les trous noirs n'existaient pas, alors cela voudrait dire que les physiciens n'ont rien compris. Voilà pourquoi ces derniers sont encore plus impatients que les astronomes que les trous noirs se fassent un peu moins discrets. Et maintenant, une question à laquelle l'humanité tente de répondre depuis au moins les Égyptiens. Le Soleil va-t-il s'éteindre un jour? Aujourd'hui, les astronomes connaissent enfin la réponse. Regardez. Nous ne serions pas là si depuis 4 milliards d'années, le Soleil n'avait la bonne idée de nous envoyer sa lumière et sa chaleur. On connaît la suite, placée à bonne distance du Soleil, ni trop chaude ni trop froide, la Terre offrait les conditions idéales pour que la vie s'y développe. Des conditions que l'on ne retrouve sur aucune autre planète du système solaire. Mais que se passerait-il si un beau jour, le Soleil s'arrêtait de briller? Il faut d'abord savoir que le Soleil est une bombe H en perpétuelle explosion. Son carburant, c'est l'hydrogène. Il constitue 70% de notre étoile. Au centre de celle-ci, c'est l'enfer. Dans une chaleur intense, les noyaux d'hydrogène fusionnent pour donner des noyaux d'hélium. Cette réaction dégage une énergie fabuleuse. Seul problème, elle va s'arrêter un jour faute d'hydrogène. Ce sera la mort de notre étoile, un phénomène courant dans l'univers. On n'a évidemment jamais eu l'occasion de suivre une étoile depuis sa naissance jusqu'à sa mort, puisque les échelles de temps sont absolument gigantesques par rapport à l'échelle d'une vie humaine. Par contre, on a observé dans notre galaxie des étoiles à différents stades de leur vie. Et à ce titre, on est capable de prédire quel sera l'avenir du Soleil aujourd'hui. L'observatoire de Meudon, près de Paris, est l'un des rares au monde à prendre des clichés quotidiens du Soleil afin d'étudier son évolution. Ces clichés permettent de suivre les taches solaires, ces zones sombres révélatrices de l'activité de l'étoile. Les astronomes ont même inventé l'éclipse artificielle. Un dispositif spécial, appelé coronographe, permet de masquer le disque solaire. Ainsi, on peut observer la couronne solaire 1 million de fois moins brillante que le Soleil lui-même et les fameuses éruptions solaires.
ces magnifiques fontaines de feu qui nous renseignent elles aussi sur la météo de notre étoile. Voici l'un des instruments les plus simples d'observation du Soleil. C'est un célestat. Ici, à Meudon, il est en service depuis près d'un siècle. Un jeu de miroir, une lentille grossissante, et voilà une image parfaite du Soleil. Pas mal de turbulences ce matin. Ce sont ces années d'observation de notre astre qui ont permis aux astronomes de bien comprendre la physique du Soleil. On sait aujourd'hui que c'est un champ magnétique intense qui, avec la gravité, retient prisonnier l'hydrogène et une grande partie de l'énergie sous la forme d'une boule. Lorsque tout l'hydrogène sera consommé, ce champ magnétique va disparaître et l'agonie de notre étoile va commencer par un incroyable gonflement. Les couches extérieures du Soleil vont gonfler pour former une étoile géante qui va englober les orbites des planètes Mercure, Vénus, la Terre et même Mars. Vous avez bien entendu, un véritable cataclysme va se produire et faire disparaître toutes les planètes voisines du Soleil, dont la Terre. Au maximum de son gonflement, le diamètre du Soleil sera 100 fois plus gros qu'aujourd'hui. Il deviendra ce que l'on appelle une étoile géante. Cette géante est rouge parce que la lumière de cette étoile sera de couleur orange, rouge, en raison d'une diminution de sa température qui va passer d'environ 6000 degrés à seulement, entre guillemets, 3000 degrés. À ce stade, le cœur du Soleil devrait à nouveau se contracter pour donner ce que les astronomes appellent une naine blanche. Puis sa température diminuera, sa luminosité aussi. Il deviendra une naine brune, puis une naine noire. Il s'éteindra définitivement. C'est un phénomène qui est relativement court dans le temps et temporaire. Il ne dure que 2 millions d'années par rapport à la vie du Soleil qui, elle, s'étend sur presque 10 milliards d'années. C'est une fin qui est un petit peu cataclysmique. Néanmoins, certaines étoiles ont des fins qui sont explosives. Dans le cas du Soleil, nous n'aurons pas d'étape explosive. Nous aurons une étoile qui va gonfler sur 2 millions d'années environ, mais qui s'éteindra de façon, je dirais, relativement douce. Rassurez-vous, cette terrible agonie du Soleil n'est pas pour tout de suite. Les astrophysiciens estiment en effet que notre étoile contient encore assez d'hydrogène pour briller 5 milliards d'années. D'ici là, l'homme aura sûrement conquis d'autres univers. Voilà, notre voyage dans l'espace s'achève. Dans de prochains numéros, nous découvrirons ensemble les secrets du corps humain. Je vous invite maintenant à tester vos connaissances en répondant aux questions du quiz. Au revoir et à bientôt.